Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en compagnie de Michel, évidemment, Michel et Guylain Benassa, que on vous connaît moins. Guylain, vous êtes docteur en droit et avocat et contributeur de ce numéro très particulier de Front Populaire. C'est à la fois le numéro 9, ce qui est en soi pas une information très particulière, mais en revanche, c'est un numéro consacré à ce que nous avons appelé délibérément mort de la démocratie et qui télescope totalement l'actualité puisque dimanche dernier, nous avons eu un fait politique majeur sur lequel nous n'avons pas assez entendu les médias. Et évidemment, nous allons revenir là-dessus. C'était l'abstention, puisque plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes, ce qui évidemment confirme la thèse de ce numéro. Alors, avant de se consacrer totalement à ce numéro, je voudrais juste qu'on revienne quand même sur les chiffres clés de l'abstention dimanche soir. 53% d'abstention, ça veut dire concrètement que 5 Français sur 10, un peu plus de 5 Français sur 10, ne sont pas allés voter. Un Français sur 10, un tout petit peu plus d'un Français sur 10, est allé voter pour Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Un peu plus d'un Français sur 10. Et puis à peine un Français sur 10 pour Marine Le Pen, et puis le reste, c'est un demi-Français sur 10 pour les Républicains. Et puis Reconquête, c'est carrément 2 sur 100 qui sont allés voter Reconquête. C'est un séisme et personne ne l'a véritablement. C'est une information assez escamotée finalement depuis dimanche dernier, puisqu'on ne s'attarde pas sur ce qui pourtant est historique. On n'a jamais vu une telle abstention. Et évidemment, ça veut dire que si moins d'un Français sur deux vote, ça veut dire que le président, comme le Premier ministre éventuel, comme tous ses députés, ils sont totalement délégitimés. Oui, c'est ça, et ça a été pour moi le chiffre le plus important. La chose la plus intéressante également, c'est que, évidemment, ça n'est pas dit dans les médias dominants. C'est-à-dire qu'on a des éléments de langage depuis les présidentielles où on nous dit il y a trois blocs. Il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême centre. Ah, c'est formidable, quel travail de journaliste. Et on se dit, comme si le centre pouvait être extrême, voire extrémiste. Et puis l'idée de se dire que l'extrême droite, Marine Le Pen, ah bon, c'est Brasillac, c'est Rebatté, c'est Maréchal Pétain, et on sait bien, oui, effectivement, c'est Vichy, c'est Pétain, c'est tout ce que nous dit Emmanuel Macron quand il s'agit de se trouver à elle au second tour. Et puis de l'autre côté, c'est pas l'extrême gauche, Mélenchon, ça reste quand même une gauche, c'est formidable, c'est quand même très bien cet homme qui nous fait l'éloge de Castro, de Robespierre, c'est-à-dire de la loi sur les suspects, c'est-à-dire de la guillotine, du tribunal révolutionnaire, de Fouquier-Tinville. Il n'est pas obligé. Dans toute la De galerie de Maduro, également au Venezuela. Maduro, Chavez, Castro, nous disant que c'était pas une dictature, Cuba. Enfin, celui-là, c'est pas un extrémiste. Celui-là, il n'est pas dangereux pour la République. Celui-là, il faut pas faire un front républicain contre lui. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, il y a les bons et les méchants. Et puis, la méchante, c'est Marine Le Pen. Le bon, c'est Mélenchon. Et puis, la vérité, c'est le cercle de la raison. C'est l'extrême centre. C'est le fameux Macron. On trouve même une Elisabeth Borne aujourd'hui, Premier ministre tout de même, qui fait l'éloge de la NUPES en disant mais de toute façon il y a des républicains, des gens qui ne le sont pas, alors vous, monsieur Fabien Roussel, on va voter pour vous, on va vous défendre, parce que c'est-à-dire qu'on marche totalement sur la tête. On s'en va du côté du wokisme, on s'en va du côté de l'islamo-gauchisme en estimant que la République de ce côté-là n'est pas menacée. Donc on nous a dit voilà, il y a trois blocs, et c'était l'élément de langage, mais il y a quatre blocs avec un bloc qui est celui des gens qui ne vont pas voter et qui est Qui est pour le coup majoritaire. majoritaire, puisque finalement 50% des gens n'y vont pas et trois blocs dans cette moitié de France qui aura voté. Donc je veux bien, mais la sociologie ne peut pas être faite si on oublie la moitié des Français qui ne vont pas voter. Alors moi je fais partie de ceux qui n'ont pas voté, j'ai pas le monopole non plus de l'explication en disant tous pensent ceci, tous pensent cela, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas voté et que je peux connaître, pour le coup c'est extrêmement empirique, c'était toujours la même chose. Ça sert à rien, à quoi bon? On a déjà eu l'occasion de voir que dans les 5 années de son premier quinquennat, Emmanuel Macron a perdu toutes les élections et que finalement il n'a rien fait, rien changé. Il a juste dit rien à faire, même pas mal, on continue. Pour les plus anciens comme moi, qui ont connu 2005, c'est-à-dire le traité européen avec un non massif, et en 2008, le traité de Lisbonne qui dit ce non massif, nous allons le transformer en oui avec la Tanor du Congrès en disant nous allons faire voter contre vous ceux qui sont censés vous représenter, les députés et les sénateurs. Donc il y a une crise de confiance qui paraît évidente dans le genre, ça sert à rien. À chaque fois qu'on vous dit qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas content, vous nous dites allez vous faire voir. Donc la vraie leçon c'est ça, mais quel journaliste pourra dire une chose pareille? Nous on le peut ici parce qu'on est libre. Absolument. Alors Guilain, on a hâte aussi de connaître votre première réaction par rapport à ce scrutin qui a eu lieu dimanche dernier.
Moi, ce qui me frappe, c'est je dirais la métridatisation. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène où, moi, je l'avoue, j'avais 16-17 ans le 21 avril 2002, c'est-à-dire le séisme que ma génération a connu, où à l'époque, on n'avait jamais vu ça, et c'était finalement la première fois que toute une génération était appelée à voter pour faire barrage à l'extrême droite. Et je m'aperçois depuis qu'on s'est totalement habitué, d'une part habitué à ce que le Front National monte, et soit repris ensuite par Marine, etc., le FN devenu RN entre-temps. Donc, première chose, j'observe que le FN est à 20% et que ce n'est plus un événement. Quand même, ce n'est plus un événement. C'est intéressant parce que ça veut dire, d'une part, que Marine a réussi son opération de dédiabolisation, d'une certaine manière, et surtout que le paysage s'est reconfiguré sans même qu'on s'en rende véritablement compte. On s'est habitué. Et de la même manière, on s'est habitué finalement à ce que personne ne vote. On s'y est habitué. Le lendemain, on en parle un peu, vous le disiez tout à l'instant, on en parle rapidement le lundi matin, c'est la une des journaux, mais une discrète, une rapide. Je ne sais même pas si cette fois-ci Le Monde a eu l'obliqué s'est senti... C'était plutôt, pardonnez-moi, mais c'était plutôt la victoire, entre guillemets, d'un Français sur 10 ayant voté la NUPS, voilà, qui était signalée par les journaux, en particulier par les journaux comme Libération. La gauche revient en force. La gauche revient en force. Et ce que j'observe surtout, c'est que si on prend 20 ans de... Je vais un peu à gros traits, mais 20 ans d'élections, les dernières, on observe qu'en fait, tous les dimanches, c'est la même chose, de 16h à 20h ou de 15h à 20h. On s'intéresse à l'abstention qui est massive. À 20h, on a des résultats. À ce moment-là, effectivement, quelques-uns s'étonnent quand même que l'abstention augmente. Et le lendemain, on a oublié. Et en fait, on fonctionne comme ça tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les 2 ans, selon les scrutins. Rien ne change, tout continue et nous arrivons petit à petit, et c'est le sujet de ce mois-ci, je fais le lien immédiatement à la mort de la démocratie, précisément. Absolument. Alors, on va revenir au thème en particulier de ce numéro consacré à la mort de la démocratie, mais on ne serait pas tout à fait complet sur les élections si on disait que c'est aussi ce sentiment de frustration démocratique. On l'a aussi vécu lors des élections présidentielles, et il y a des images qui ont été particulièrement frappantes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le premier samedi du mois de mai. On a assisté à une drôle de cérémonie d'investiture, je crois que c'était le samedi 7 mai. Alors, on voit ce que moi j'ai qualifié véritablement de le pays, ce monde nouveau qui n'a rien d'un monde nouveau. On voit les visages un peu usés de Jacques Lang, Alain Juppé, François Bayrou, Jean-Pierre Raffarin, Richard Ferrand. Ce monde nouveau qui ne veut pas mourir et qui nous entraîne dans les danses macabres de ses certitudes. C'est un des éditos du début du journal. Michel, c'est frappant de voir comme ce monde nouveau est finalement ce monde qu'autrefois Jean-Marie Le Pen appelait l'UMPS, c'est-à-dire tous les barons finalement de la politique depuis 40 ans. C'est la mafia maastrichtienne. Je pense que le problème ici n'est plus de distinguer les gens de droite et les gens de gauche, mais de distinguer les Maastrichtiens et ceux qui ne le sont pas. Je pense qu'ici, il y avait 100% des gens qui ont voté oui à Maastricht, et que les autres n'y sont évidemment pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas titré par hasard un peuple en trop. Le peuple est en trop. On voit bien qu'ici, c'est toute la mafia des 30 dernières années qui a fait de la France ce qu'elle était, ce qu'elle est aujourd'hui, du moins. C'est-à-dire on voit aujourd'hui au quotidien ce qu'elle est: délinquance, inculture, bêtise, wokisme, cancel culture, effondrement de l'école, de l'université, disparition de la sécurité, etc. Ça, c'est l'évidence. Il suffit juste de regarder. On vous dit, mais non, sentiment d'insécurité, vous êtes un type d'extrême droite, vous faites le jeu du fascisme, etc. On dit juste, mais non, mais c'est le monde que vous nous avez fait depuis 1983, renoncement de la gauche à la gauche. Depuis 1992, renoncement de la gauche à la souveraineté nationale française et surtout renoncement d'une partie de la droite, fameux chiracien, prétendument gaulliste, laissez-moi rire. Et ils ont fabriqué un monde en nous disant à l'époque, votez pour Maastricht, vous verrez, fin de la misère, de la pauvreté, disparition du chômage, le racisme n'existera plus, plus d'antisémitisme, amitié entre les peuples, etc. C'était un projet contre un autre projet. On n'avait pas la possibilité de dire la réalité c'est ça. Non, c'était l'idéal, c'est ça. Vous êtes cultivé, intelligent, beau, riche, etc. Vous votez oui. Vous votez non, alors vous êtes un crétin, un pauvre type, un inculte, un provincial, un sous-diplômé, etc., etc. Intimidé, les gens finissent par dire on va tout de même pas voter non, quoi. On va pas être du côté de Georges Marchais ou du côté de Jean-Marie Le Pen. Bon, Jean Marchais était plus vivant, je ne sais plus. Du côté du Parti communiste, peut-être Robert Rue à l'époque, je ne sais plus, j'ai oublié. Et à ce moment-là, on a dit ben voilà, vous allez voter, c'est très bien, vous allez voter oui, nous dit Mitterrand le soir du vote, en nous disant bon, c'est un peu court, mais c'est formidable, c'est le sens de l'histoire, etc. Maintenant, 92, ça fait 30 ans. Oui. 30 ans plus tard, ce ne sont plus des projets qui peuvent être mis en avant, ce sont des réalités. 30 ans de politique maastrichtienne, ça a donné quoi? Fin du racisme?
Pas du tout. Racisme exacerbé partout, y compris du racisme anti-blanc, parce que nous serions porteurs génétiquement d'une férocité blanche. On n'a rien fait, mais on est quand même coupable. Formidable. Nous avons aujourd'hui des féministes qui nous expliquent que, au nom de l'islam, si elles portent le voile, si elles justifient la phallocratie, si elles estiment que le pouvoir du père, le pouvoir du frère, le pouvoir du cousin, c'est formidable quand on est une femme, tout ça, c'est du néo-féminisme, c'est du nouveau féminisme, etc., etc. C'est-à-dire, on a vu cancel culture, on a vu wokisme, on a vu effondrement de l'école. C'est-à-dire, à l'école, on n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser, ça c'est évident, mais on apprend qu'on peut changer de sexe quand on a 5 ou 6 ans, on peut apprendre qu'il faut trier ses poubelles, qu'on peut apprendre qu'il faut faire du vélo électrique, même si l'électricité, c'est l'électricité des centrales nucléaires contre lesquelles on est, etc. Enfin, c'est un délire généralisé et personne ne dit, finalement, on s'est trompé. Sauf les gens un peu en bout de course. Les gens qui n'ont plus de carrière à faire, dont la carrière est derrière eux. Et on voit Roland Dumas nous dire, bah, finalement, c'était peut-être pas terrible ce qu'on a fait. On voit Hubert Védrine nous dire, bon, c'était pas extraordinaire quand même. On voit Aquilino Morel, qui a quand même beaucoup accompagné François Hollande, nous dire, c'était peut-être une erreur, cette histoire, etc. Mais dites-le franchement que c'est une erreur. Et tous les gens que vous nous faites voir là sont des gens qui nous ont tous dit, on ne s'est pas trompé, jamais. Alors Fabius, qui à un moment donné était contre, mais simplement pour des raisons électorales, en se disant, si je peux choper le vote noniste, comme on disait à l'époque, quand j'irai au présidentiel, ça sera peut-être utile, je serai sur un créneau, ceci, cela. Enfin, on voit bien que celui-ci mentait comme les autres. Mais de fait, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, c'est terrible, tous ces gens qui sont responsables mais pas coupables. Absolument, on avait il y avait un côté, les musiciens du Titanic qui continuent à jouer et à boire un peu de champagne, même s'il est un Alors peu... moi, je dirais c'est le pilote du Titanic. Ou le pilote, plutôt voilà, les qui fait pilotes, comme tous les si, gens qui ont pris la carte et qui ont dit, on prend cette direction. Et il y a des gens qui disaient, attention, ici, vous avez un iceberg, les Chevènements, les De Villiers, enfin tous les gens qui, à l'époque, nous faisaient savoir que on allait perdre notre souveraineté, qu'on ne pourrait plus mener la politique qu'on aurait eu envie de mener, que la démocratie ne serait plus possible, que ce ne serait plus le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, mais que ce serait le gouvernement du peuple par une espèce d'élite de Bruxelles invisible, nommée et pas franchement élue. Il n'y en a pas un pour nous dire, bah, c'est vrai qu'on a percuté l'iceberg, mais c'est de notre faute, on avait tiré le mauvais cap, et puis en fait, mea culpa. Pas du tout. Ces gens-là, un peu comme les marxistes, disaient un peu plus de marxisme fera disparaître le goulag. Ces gens-là nous disent un peu plus d'Europe, ça nous fera disparaître tous les méfaits de l'Europe. C'est un signe de délire. C'est un signe de délire complet. Alors Michel, vous signez un édito et plusieurs contributions d'ailleurs dans ce nouveau numéro qui s'appelle Démocratie libérale, mode d'emploi. Alors vous vous livrez à une analyse extrêmement fine des raisons de ce blocage démocratique, de cette ruine démocratique. Et on comprend en vous lisant que c'est pas un hasard hein, si les Français n'ont plus envie de voter. Tout a été fait pour les en dégoûter. Et vous écrivez, je vous lis, les pro-Maastricht de droite ou de gauche font semblant de s'opposer, mais sur le fond, ces farceurs défendent le même monde européiste, mondialiste, cosmopolite, post-national et populicide. Et ce qui est intéressant dans votre... Pardon, hein, ça fait très compliment d'amis, mais c'est que vous analysez ces dispositifs qui ont ruiné la démocratie. Alors, on va parler en particulier du premier d'entre eux, c'est l'instrumentalisation de la famille Le Pen, qui se retrouve finalement systématiquement le faire-valoir utile de ce système. Quand je dis faire-valoir, c'est plutôt le diable utile de ce système, c'est-à-dire on fait tout pour le faire monter entre deux élections, et puis à chaque élection, bah, on rappelle que c'est le diable absolu à 15 jours du vote. Oui, d'abord, bon, tout le monde sait maintenant que Front Populaire, c'est un trimestriel et que par définition, si ça paraît aujourd'hui, c'est qu'on a travaillé il y a 3 mois. Donc je n'ai pris aucun risque il y a 3 mois à expliquer ce qui allait se passer. Vraiment aucun. Je dis, il va se passer ça parce que c'est déjà écrit, c'est clairement écrit. Alors ça me vaut déjà de passer pour un complotiste. Je dis juste que toutes mes analyses se sont trouvées vérifiées. Je suis désolé, mais je confirme. J'aimerais avoir tort, mais pas du tout. 3 mois avant, on peut dire comment les élections vont se passer et qui va être élu. Et je dis depuis des années, quand on sait que c'est un Maastrichtien qui va être élu, eh ben, les élections sont pipées. On ne va pas voter quand on sait que de toute façon on a perdu. Les personnes ne jouent au tiercé quand il n'y a pas de chevaux qui courent. Ça n'a aucun sens. Donc le dispositif Le Pen, c'est formidable. C'est-à-dire que pendant 5 ans, Marine Le Pen est invitée, Marine Le Pen participe à des émissions, Marine Le Pen nous montre ses chats, elle nous montre comment elle est gentille, comment elle a passé un certificat, je sais pas, peut-être un CAP de chatterie, enfin, des choses qui font qu'on se dit... D'éleveuse de chats. Oui, c'est ça. Et donc, on nous dit, elle est formidable, on l'invite pendant à des débats, il y a des moments, l'émission dure 1 heure, elle est là, elle parle, elle est tout à fait fréquentable.
Et puis, quand la campagne présidentielle démarre, c'était une nazie. Personne ne s'en était aperçu. C'était une nazie, c'était une fasciste. Elle était coupable d'avoir eu un père. Parce que moi, je distingue bien le père de la fille. C'est-à-dire que le Front National de Jean-Marie Le Pen, ça n'est pas le Rassemblement National de Marine Le Pen. Je trouve très étonnant que les gens reproduisent le vieux schéma chrétien du genre « tu as péché ». Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, pour le coup, c'est donc ton père. Et on dit oui, oui, mais enfin, elle fait semblant. Elle a changé d'avis, mais c'est faux. Derrière. Je vais m'autoriser une comparaison, mais c'est un peu comme si on disait de Laurent Geoffrin, sous prétexte que son père était un collaborateur notoire, qu'il est lui-même un collaborateur notoire. Il l'est dans un autre style. Alors je pense que le père n'était pas collaborateur, mais le trésorier du Front National. Oui, mais collaborateur aussi, également, bien sûr. Eh bien. Et ben moi, j'ai jamais pensé effectivement que ça disqualifiait Laurent Geoffrin. Ce qu'il disqualifie, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Je pense aujourd'hui. Moi, j'ai un père, j'ai une mère, Ah oui. et je ne me sens ni responsable ni coupable de ce qu'ont fait mon père ou ma mère. Je suis pour une individualisation des peines, je dirais. Moi, j'étais dans un orphelinat où on faisait des peines collectives, et où quand il y en avait un qui faisait du bruit, c'était 120 qui se retrouvaient dehors, etc. Et je n'ai jamais aimé les punitions collectives. On punit ceux qui sont responsables et coupables, mais pas les gens dont on dit vous êtes coupable d'avoir un père comme celui-ci. Oui, Jean-Marie Le Pen a recyclé un certain nombre de nazis, de collaborateurs, de vichistes, de pétainistes. J'ajoute que dans la moitié du Front National du départ, il y a aussi des résistants. Ce qu'on ne dit évidemment jamais, parce qu'il faut absolument que le Rassemblement National, le Front National du moins, ait été un parti de fascistes. Oui, on a recyclé des fascistes, oui, on a recyclé des gens de l'OS, mais je rappelle que l'Algérie française s'était défendue par la gauche. Et que le colonialisme s'est défendu par la gauche. Jules Ferry, je le rappelle, que c'est un des effets de l'universalisme de la Révolution française qui va exporter ses droits de l'homme. Et que c'est un fait historique que François Mitterrand avait les mains rouges de sang quand il était ministre de la Justice. Et ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie, il a envoyé se faire guillotiner. Donc c'était aussi des gens de gauche, si je me souviens bien, la SFIO, etc. Donc on a fait une espèce de gloubi-boulga comme ça, et on dit, mais non, Marine Le Pen, c'est la fille de son père. Elle a beau dire que la Shoah est la pire catastrophe du XXe siècle, on estime qu'elle dit la même chose que son père, qui estime qu'il faut faire des fournées avec Patrick Bruel, que du rafour crématoire, du point de détail, enfin toutes choses qu'on n'a théoriquement pas oubliées. Non, c'est la même chose. Quelqu'un qui plaisante sur les 6 millions de morts et quelqu'un qui estime que c'est la pire catastrophe du XXe siècle, on dit c'est pareil. C'est ton père, donc tu es responsable et tu es coupable. Donc il y a cette histoire de diabolisation qui fait que quand Macron est élu au premier tour, il y a 5 ans, il est élu au premier tour, il a bien compris. Marine Le Pen est au deuxième tour, donc c'est fini. On dit qu'elle est nazie depuis quelques mois, on dit qu'elle est fasciste, etc., etc. Que fait-il? Je l'ai déjà beaucoup dit. Il va à Oradour-sur-Glane. Oui, oui. Et deuxième chose, il va au mémorial juif à Paris. C'est-à-dire, en gros, il nous dit attention, dimanche prochain, vous allez voter pour la Waffen-SS. Vous allez voter pour la division Das Reich si vous votez pour Marine Le Pen. Et puis, au cas où vous n'auriez pas compris, si vous votez pour Marine Le Pen, vous allez voter pour la Shoah. Vous allez être solidaire des 6 millions de morts. Moi, je serais fils ou fille de déportés, je serais descendant d'une famille juive exterminée. Je n'aimerais pas beaucoup cet usage des morts juifs qu'on ne laisse pas en paix. Cette façon de dire, je prends ces 6 millions de morts et j'en fais un argument électoraliste. Je m'en sers. Ça s'appelle de la récupération. La récupération. Et là, ça ne gêne personne de récupérer la Shoah pour estimer qu'il suffit juste de stigmatiser une personne qui s'occupe de ses chats et qui n'a jamais dit qu'Adolf Hitler était formidable, qui n'a jamais eu... Alors, Corbière et Garrido ont le portrait de Lénine chez eux, ça ne pose aucun problème. Marine Le Pen, elle n'a pas le portrait de Franco, de Mussolini ou d'Hitler chez elle. Ouais, je pense que ça ne passerait pas de la même manière. Alors, on a aussi un deuxième dispositif qui permet, comme ça, à la machine de se couper progressivement du peuple, finalement de tuer la démocratie, c'est ce que vous appelez l'intoxication à la moraline. Et les médias, là, pour le coup, jouent un rôle majeur. Ils n'interrogent jamais, comme les généalogistes pourraient le faire, dites-vous, pour savoir comment et pourquoi les choses sont ainsi, mais pour nous dire ce que sont le bien ou le mal. Oui, il y a deux concepts intéressants, pas seulement, mais chez Nietzsche, qui sont la moraline et la généalogie. La moraline, on voit bien, c'est comme la caféine, c'est comme la nicotine, c'est une substance toxique et dangereuse. Alors avec le café, quand il s'agit de la caféine, avec le tabac, quand il s'agit de la nicotine, eh bien là, la moraline, c'est la même chose. C'est une espèce de surusage de la morale, d'usage survitaminé de la morale. C'est la morale des temps sans morale. On nous dit c'est bien, c'est pas bien. Je like ou je nique. Et on dit, il s'est passé ça. Par exemple, l'attentat du Bataclan. Moraline, c'est pas bien. Ah non, c'est pas bien. Bon, ben voilà, l'affaire est réglée. La généalogie, dit Nietzsche, c'est la question d'où ça vient. Pourquoi ça marche comme ça? Comment se fait-il que?
Et le travail du philosophe, c'est pas le travail du curé, du prêtre, qui nous dit c'est pas bien ou c'est bien. Le travail du philosophe, c'est un travail de généalogie qui dit qu'est-ce qui fait que des gens peuvent descendre avec des fusils d'assaut et mitrailler au Bataclan des gens qui sont juste venus assister à un concert. Et là, on dit mais vous posez la question. Et vous êtes un salaud de poser cette question. On vous a juste demandé de dire que c'était pas bien, et en plus d'ajouter des nounours, des fleurs, des bougies, en disant voilà, la moraline, c'est aussi ça. Vous n'aurez pas ma haine. Moi, je suis désolé, j'aurais perdu mes enfants, ils auraient eu ma haine, ces gens-là. Et cette façon de dire oh mais non, il faut les pardonner, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'il faut. Il faut œuvrer à la réconciliation avec les criminels. Voilà, absolument. Et donc effectivement, ça, et oui. Et donc je dis, faisons le travail philosophique qui consiste à faire de la généalogie. S'il y a du fascisme, s'il y a de l'antisémitisme, je sais pas, c'est chez Marine Le Pen. Je ne sache pas qu'elle ait jamais été condamnée pour antisémitisme. En revanche, je vois bien que un certain nombre d'islamo-gauchistes, eux, défendent les attentats terroristes, défendent l'antisionisme, donc l'antisémitisme, et que dans ces cas-là, on ne trouve aucune raison d'accabler des gens, parce qu'ils sont de gauche, qui sont antisionistes, donc antisémites, en préférant dire c'est Marine Le Pen qui l'est, sans en apporter la preuve. On nique Marine Le Pen, c'est pas bien, elle est antisémite, faites-en la preuve. Sur un plateau de télévision, je me suis retrouvé avec Alain Duhamel, qui nous disait que Marine Le Pen avait un programme d'extrême droite. Je dis mais où est l'extrême droite de Marine Le Pen? Oui, mais non, il y a beaucoup de choses. Je dis dites-moi. Il me dit la préférence nationale. Et il avait trouvé son truc, il était très heureux. Et je lui réponds, mais attendez, vous qui défendez l'Europe, vous défendez la préférence européenne. L'Europe est-elle fasciste? L'Europe est-elle d'extrême droite? Et d'un seul coup, il ne savait plus quoi répondre, évidemment. Donc, évidemment, quand on commence à... D'autant plus, pardon Michel, mais cette histoire de préférence nationale, c'est pas d'extrême droite, c'est d'extrêmement banal. C'est extrêmement banal. Si vous regardez à travers le monde, à peu près tous les pays réservent la préférence nationale pour leurs compatriotes. C'est une espèce de... Absolument. Pour commencer, les États-Unis, à commencer par les États-Unis. Alors, troisième dispositif, mais vous pouvez réagir à tout moment, hein, Guilain, si vous voulez poursuivre, avant qu'on vienne en particulier à votre contribution sur l'état de droit et son usage perverti, c'est ce que vous appelez criminaliser le peuple. Il y a un argument en particulier qui revient chez tous ceux qui veulent diaboliser le peuple, qui veulent dire que le peuple finalement ne mérite que le mépris et qu'il faut surtout pas écouter le peuple, c'est ce que l'on dit régulièrement, que le peuple peut errer. Et l'exemple qui est en permanence repris par BHL, je pense en particulier à lui, c'est de dire Hitler est arrivé au pouvoir après des élections démocratiques. En vérité, vous le rappelez Michel, ce sont des tractations des partis qui a conduit Hindenburg à nommer Hitler chancelier. C'est pas le suffrage universel qui a permis cela. Absolument, mais ça fait partie des lieux communs. Et comme le peuple peut errer, effectivement, tu as raison de rappeler que c'est ce qu'on trouve sous la plume de BHL, mais aussi de Luc Ferry, d'André Comte-Sponville ou de Pascal Bruckner, où on nous dit régulièrement, faites attention, le peuple c'est quand même dangereux, c'est quand même des gens qui ne pensent pas, ce sont quand même des abrutis, des incultes, des alcooliques, tralala, tralala. Laissez faire les intellectuels. Les intellectuels, ils savent bien comment ça fonctionne. La preuve que la démocratie n'est pas toujours une bonne chose, c'est qu'effectivement Hitler a été élu par ce fameux peuple, quoi. Et je dis, mais pas du tout, regardez les chiffres, ce sont les impossibilités d'obtenir une alliance, pour le coup, entre les socialistes et les communistes. Absolument, d'ailleurs. Qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on se retourne vers Hitler en disant, c'est un deuxième choix, et Hitler est nommé, c'est pas le peuple qui met au pouvoir Adolf Hitler, les gens ont voté, les coalitions n'ont pas pu se faire, les coalitions à gauche ne pouvant pas se faire, tractation de partis politiques, eh bien, on se rabat sur Adolf Hitler qui arrive au pouvoir de cette manière-là. Donc c'est pas exactement la même chose. Et on oublie de dire que quand on accable le peuple en permanence, que nombre d'intellectuels, de journalistes, d'industriels, de bourgeois ont voté Adolf Hitler. C'est pas non plus le crétin d'allemand qui estime qu'on doit pouvoir voter pour le nazisme parce que finalement c'est tellement formidable le fascisme, ils ont ça dans le sang, ils ont ça dans la peau. Pas du tout. À part les juifs, à part les communistes qui évidemment avaient de bonnes raisons de craindre ce régime-là, ils savaient très bien qu'ils étaient dans le collimateur d'Adolf Hitler, et tous les autres ont pu, enfin une grande partie des autres ont pu trouver que c'était un régime formidable. Et je n'oublie pas quand même dans tout ça un certain nombre d'intellectuels, d'universitaires, de juristes. Les juristes ont quand même amplement collaboré et qui ont trouvé que finalement Adolf Hitler c'était pas si mauvais que ça. Et l'Adolf Hitler de 24, de 33 quand il arrive au pouvoir, et puis après 39-40, et puis après 42-22, et puis après 44, c'est pas exactement la même chose. Donc quand on pense chronologiquement et qu'on pense historiquement et c'est-à-dire qu'on fait de la généalogie et pas se trouver dans la moraline en disant Hitler c'est pas bien.
Et il y a même, par exemple, Alain Badiou qui nous explique qu'il y a du pétainisme avant Pétain. Bah, c'est formidable, quand on est platonicien, on peut dire des choses pareilles. Et bien là, on voit du nazisme avant le nazisme, on voit du nazisme partout, il y en avait avant Hitler, il y a du nazisme encore aujourd'hui. Poutine nous dit que les Ukrainiens sont des nazis. Et à un moment donné, on dit, est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter la moraline et refaire pour le coup de la généalogie? Précisément, la confusion, à mon avis, et on la retrouve aujourd'hui complètement. La confusion, c'est quand, en stigmatisant le peuple en lieu et place du Parlement, c'est ce qu'on fait. On dit c'est la faute du peuple, alors qu'en fait, les tractations ont eu lieu et elles ont abouti au résultat qu'on connaît. En réalité, c'est parce que ça permet à la fois de disqualifier le peuple et d'éviter de disqualifier le vrai problème qui est le parlementarisme. Je n'ai pas dit par là qu'il faut sortir du régime parlementaire. Je dis seulement que si on prend la France d'aujourd'hui, je fais une comparaison un peu rapide, mais tout de même, si on prend la France d'aujourd'hui, on a un régime parlementaire qui ne fait plus du tout son travail. Depuis des décennies maintenant, on sait que d'abord le fait majoritaire, c'est-à-dire le fait que le Parlement est godillou, et la chambre d'enregistrement de l'exécutif, et aujourd'hui le fait que bien plus encore, le Parlement est à la botte d'un seul homme, c'est-à-dire Emmanuel Macron. On va voir les législatives, mais manifestement, on s'oriente malheureusement vers un scénario qui ressemble à quelque chose. Parce que si LR fait une alliance avec En Marche, ce sera pareil, je veux dire, on en reprendra pour 5 ans. Ce qui signifie qu'en réalité, si on coupe le référendum, et ça fait un bout de temps qu'on a coupé le référendum parce qu'on n'a plus de référendum, ça signifie qu'on n'a que le Parlement. Or, le Parlement travaille mal, en tout cas ne fait pas son travail depuis un bout de temps, ce qui signifie que si on ne critique pas le Parlement, mais qu'on critique le référendum, donc un instrument qui soi-disant ne marche pas, on s'interdit toute critique vis-à-vis du système. On dit concrètement, il faut enregistrer le Parlement comme étant quelque chose qui marche alors que ça ne marche plus, pour dire que finalement c'est la faute du peuple qui en réalité n'est pas consulté depuis si longtemps qu'on a même oublié qu'il existait encore. Donc on se retrouve avec un paradoxe qui est qu'en utilisant des comparaisons comme celle de dire le régime nazi c'est le fruit d'un régime qui a mal tourné à cause du peuple et non à cause de son véritable problème, c'est-à-dire les tractations parlementaires, politiques, à l'Assemblée, ça signifie qu'en réalité, on manque le problème depuis le départ et on opère par des comparaisons extrêmement simples. Et qu'est-ce qu'on fait? Je suis un peu direct en disant ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On protège la politique des copains. On protège le Parlement, encore une fois, c'est-à-dire les partis qui s'arrangent entre eux depuis extrêmement longtemps. Et la Ve République, d'ailleurs, se dévoie petit à petit avec un fonctionnement qui est l'exact inverse de ce que souhaitait le général de Gaulle il y a 70 ans. Tout le contraire. On est vraiment dans le populicide en ce moment. Oui. On le voit. Hein. Il est activé par le fait, vous le rappeliez, que l'on ne recourt plus au référendum. Je rappelle que Emmanuel Macron a ça de commun avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils n'ont pas fait ni l'un ni l'autre de référendum durant leur mandat. Donc au contraire, même Nicolas Sarkozy a gommé le référendum contre le traité européen. Et on voit bien que c'est pas du tout... Emmanuel Macron préfère faire des petits théâtres avec des citoyens triés selon des méthodes que seul lui connaisse, ces fameux grands débats, plutôt que de recourir à l'avis du peuple. C'est vraiment ce demi-siècle où la classe politique fait la sourde oreille à ce que demande le peuple, c'est ce que vous appelez le populicide lent, quoi, Michel. Oui, et puis par exemple, quand on regarde la constitution sociologique du Parlement, on a présent à l'esprit cette opposition entre le pays réel et le pays légal. Les demi-habiles vont dire Maurras. Citez Maurras, c'est bien la preuve que vous êtes un sale fasciste. Je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais moi je l'ai lu et avec passion, que l'expression et l'opposition se trouvent dans Les Misérables de Victor Hugo. C'est chez Victor Hugo qu'on trouve cette opposition entre le pays réel et le pays légal. Et le pays légal a une sociologie tout à fait particulière. Quand on fait coïncider les deux cartes, je dirais, quand on fait se superposer, ça ne coïncide pas. On voit bien que toute une partie du petit peuple, des gens simples, des gens modestes, des gens assez peu cultivés, des gens qui ont des difficultés à être ou à vivre, ne sont pas représentés par le peuple, par leurs représentants, je dirais. Et ils sont si peu représentés par leurs représentants que les représentants finissent par voter contre eux, notamment dans l'affaire du traité de Lisbonne. Donc il y a effectivement une vraie rupture dans la démocratie, parce que soit la démocratie est directe et ils n'en veulent pas, les Macron, les Maastrichtiens, etc., soit elle est indirecte, et ça suppose justement l'intercession de représentants, mais les représentants travaillent contre le peuple. Donc effectivement, la démocratie est effondrée. On est dans une espèce d'impasse avec effondrement de la démocratie. J'ai été frappé récemment de revisionner Le Président de Verneuil, un grand film français d'époque, je veux dire, qui vise la 4ème République, et donc Gabin évidemment dans le rôle principal du président du Conseil. Et c'est fascinant de voir que la fameuse adresse de Jean Gabin aux membres du Parlement à l'époque, le film a grosso modo 70 ans, un peu de choses près, 70 ans. Ça n'a pas pris une ride. Il dénonce exactement dans des mots, avec la gouaille française d'époque, on a exactement les mots d'une 4ème République qui est en train de crever, concrètement. On pourrait prendre le discours de Verneuil, le discours de Gabin d'époque, et le président Chalamont, il s'appelait. Le président Chalamont, exactement. Le transplanter dans la France d'Emmanuel Macron, on a exactement
comment dire, un descriptif de la situation française en 2022. C'est saisissant. Chalamont, Macron, même combat, c'est ça? Exactement. Alors, parmi les dispositifs qui ont permis l'asphyxie progressive du modèle démocratique, on va essayer de passer assez vite là-dessus, mais il y a comment on interdit de financement les partis, comment on prive ce qui devrait être assez logique de financement, y compris le Rassemblement national qui est obligé d'aller chercher ailleurs du financement, mais aussi comment on trie les candidats par les fameuses 500 signatures qu'il faut qu'ils recueillent, et ce qui est très compliqué évidemment quand on est un petit candidat et quand on sait la difficulté d'avoir un engagement ferme comme ça par parrainage. Mais il y a un point très important dans le dispositif sur lequel je voudrais qu'on conclue, Michel, c'est ce que vous appelez faire élire le vassal en chef, c'est-à-dire le chef d'État qui sera le moins national possible et le plus post-national pensable. C'est évidemment la souveraineté du peuple que ces élistes cherchent à faire disparaître au profit d'un gouvernement d'experts. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'argent, il en faut beaucoup pour faire une campagne présidentielle. Eh bien, vous dites, je vais aller voir un banquier, et moi, Marine Le Pen, je demande à ce que, je sais pas quoi, le Crédit Mutuel me finance. Le Crédit Mutuel finance la campagne de Marine Le Pen. Donc, d'un seul coup, dans la presse, on sait que le banquier de Marine Le Pen, c'est le Crédit Mutuel. Un nombre considérable de gens quittent la banque. La banque s'effondre. Donc, aucune banque ne peut financer Marine Le Pen, donc une banque française. Donc aucune banque française ne finançant, elle s'en va chercher des banques à l'étranger. Et quand elle va chercher des banques à l'étranger, on le lui reproche. On lui dit, mais Madame Le Pen, c'est Poutine qui vous subventionne. C'est Poutine qui rend possible vos campagnes. D'une certaine manière, vous êtes le parti de l'étranger, alors que s'il y a vraiment un personnage qui est le parti de l'étranger, c'est quand même bien Macron. Après ça, ce sont les signatures. Effectivement, il faudrait 500 signatures. Et Hollande dit, il faut absolument que ces signatures, elles apparaissent clairement. En gros, il faut que vous donniez le numéro de téléphone portable. Voilà. Numéro de téléphone portable du type qui a dit, mais oui, il semblerait que pour la démocratie, il soit bon que Marine Le Pen puisse se présenter, ou Éric Zemmour, par exemple. Et on dira, ah, mais monsieur le maire, vous avez voté pour ceci, vous êtes Zemmour. Rien, vous êtes le péniste. Non, je suis juste démocrate, je pense que, etc. Mais pas du tout. D'ailleurs, on va s'en souvenir la prochaine fois au département ou à la région, quand il faudra vous trouver de l'argent pour refaire votre chemin municipal ou pour fabriquer un court de tennis ou pour améliorer votre camping. Tiens, les subventions, ça passera sous le nez. Donc effectivement, il y a tout ça. Et puis à un moment donné où tout étant fait pour écarter, pour évincer des gens, c'est une nazie, c'est une fasciste, et les subventionnaires à l'étranger. Et on voit d'ailleurs comment ça se retourne contre Mélenchon, qui rentre dans ce discours, lui aussi. Et le jour où c'est lui qui est en position de gêner Emmanuel Macron, la diabolisation, elle se fait sur son compte et sur son dos. Et là, il découvre que c'est pas forcément tellement agréable. Et après, on nous dit, eh ben voilà, vous avez le choix entre machin et bidule. Ils sont quand même très opposés, quand même. Ils sont quand même très opposés. Alors que là, je ne parle pas de ceux dont on sait qu'ils ne vont qu'au deuxième tour, ils ne seront jamais élus. Tous les anti-maastrichtiens, ou les supposés anti-maastrichtiens. Et après, on dit, oh, mais vous avez le choix entre Hollande et Sarkozy. C'est quand même un drôle de choix de société. C'est quand même grave. On se dit, ah oui, vous pensez vraiment que ça va changer la face du monde? Et on fait semblant de jouer à la démocratie en disant, ouh là là, on s'est fait peur, ça a failli être Sarko, ouh là là, quelle horreur, ça aurait pu être Hollande. Et puis on se dit, mais vous nous avez fait croire que c'était des enjeux fondamentaux, des enjeux de société, alors qu'en fait, au bout du compte, tout est fait pour que dans le goulot d'étranglement, on ait un candidat maastrichtien, l'affaire est réglée, on s'en reprend pour 5 ans et c'est parti. Voilà, et on continue dans le chemin européiste. Alors, je voudrais à présent qu'on parle de vous, Guilain Benassa, ou plus exactement du bel article que vous nous consacrez, page 14, l'état de droit ou l'implosion de la démocratie. Alors, je rappelle, vous êtes docteur en droit, avocat, auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet de la question de l'état de droit, et notamment le totem de l'état de droit, concept flou et conséquences claires. J'aime beaucoup ce titre chez l'Artilleur. Alors, vous nous expliquez que l'état de droit, qui a été conçu pour protéger les régimes démocratiques à l'origine du pouvoir arbitraire, eh bien, ce principe d'état de droit est devenu l'arme favorite de ceux qui souhaitent finalement substituer au bien commun la satisfaction des doléances de chacun. Exactement. Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre et qui a donné lieu effectivement à l'article dans la revue, c'est que l'état de droit, c'est une sorte d'ovni juridique, un truc un peu spécifique et en même temps très très flou, que seuls les juristes connaissent à l'origine, honnêtement, et qui pourtant a phagocyté le débat public. Ça fait maintenant des années qu'on parle d'état de droit tout le temps, à toutes les sauces. Vous entendez, Emmanuel Macron parle beaucoup, d'ailleurs. Dès qu'il parle d'Europe, il parle d'état de droit. En tout cas, c'est un mot à la mode, on va dire ça. Et en fait, ce mot à la mode,
c'est peut-être le malheur, c'est la tragédie de ce mot, c'est qu'il ne veut absolument plus dire ce qu'il est censé dire à l'origine. Il y a un dévoiement progressif, c'est souvent le cas. C'est orwellien. Alors, j'allais dire, on n'a pas fait de généalogie là, avec l'état de droit, donc on a laissé l'état de droit errer depuis des décennies, et on en fait dire absolument n'importe quoi. Pour une raison simple, c'est qu'à l'origine, l'état de droit, déjà, ça ne vient pas de chez nous, c'est un concept anglais, qui, évidemment, je caricature un peu, mais globalement, c'est ça l'idée. L'ADN de l'état de droit, c'est de permettre d'assurer la séparation des pouvoirs et donc qu'une société concrètement ne soit pas soumise au joug de l'arbitraire. Point. C'est tout. C'est-à-dire que le concept d'état de droit sert à mettre du droit plutôt qu'à mettre de l'arbitraire. Et en fait, ça paraît être rien, mais c'est tout. C'est-à-dire que dès que vous avez des règles, quel que soit le niveau, dès qu'on a une règle, on a forcément un juge pour la contrôler, cette règle, quelqu'un pour l'appliquer, et donc on a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, ce qui est en fait un assemblage de règles avec des contrôles juridictionnels, avec des juges, en gros, c'est ce que je dis à tous les étages de la fusée. Donc on construit un modèle avec une séparation des pouvoirs et des normes qui sont faites pour garantir l'absence d'arbitraire. Voilà ce qu'est à l'origine un état de droit, et voilà ce qu'est même un état de droit il y a une centaine d'années. Et ce qui est fascinant, c'est que par petites touches successives, ce concept d'état de droit qui est, on le voit, vertical, assez net, assez clair dans sa définition, il a muté, il est rentré il a évolué petit à petit et il en vient aujourd'hui à la fois signifier superpuissance de l'Europe de Maastricht, puisqu'on dit aujourd'hui clairement on ne peut pas sortir du droit européen, on ne peut pas remettre en cause le droit européen, ce qui signifierait remettre en cause l'état de droit. C'est ce qu'on reproche notamment à la Hongrie, aux pays d'Europe centrale, aux pays de l'Est, etc. Première chose. Ou alors, dès que vous avez le moindre sentiment, le sentiment... de discrimination. Voilà, dès que vous avez une obscure discrimination en tête, quelle qu'elle soit. Je veux dire, aujourd'hui, on a toutes les phobies existent. J'ai entendu parler récemment de psychophobie. La psychophobie étant manifestement ceux qui sont sceptiques à l'égard de la psychologisation du monde à toutes les sauces, sont des psychophobes. Donc désormais, vous êtes psychophobe, vous êtes supposé donc avoir des pensées néfastes à l'égard de certaines personnes, ce qui signifie que vous êtes contre telle ou telle discrimination, enfin vous êtes favorable à telle ou telle discrimination, ce qui signifie qu'en étant favorable à une discrimination, vous êtes contre l'état de droit, c'est-à-dire contre les valeurs de la démocratie libérale. Et alors là, le piège se referme, puisqu'aujourd'hui, état de droit égale démocratie libérale égale victoire de l'individu dans tous les sens, avec toutes les phobies, les discriminations, les droits individuels, etc. Donc, chaque fois que vous avez une mauvaise pensée, vous êtes contre l'état de droit, donc vous êtes finalement un suppôt, un adversaire de la démocratie. Alors, pour vous résumer, ça veut dire que l'état de droit est devenu une notion, on va dire, protéiforme et Oui. a glissé progressivement et fait qu'aujourd'hui, il ne protège plus le bien commun, mais que des particularismes individuels. Exactement. C'est ça. Alors vous dites, c'est même devenu un mantra, on entend ça à la télévision, dans la bouche d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux évidemment, toutes les saintes journées, mais vous dites, ce mantra fait qu'aujourd'hui il est plus important de préserver la liberté de changer de sexe, validée par la Cour européenne des droits de l'homme, et ça compte plus que la participation aux affaires de la cité, c'est un bien plus important que l'insertion dans un destin commun. Complètement. Évidemment, l'état de droit, le triomphe de l'état de droit va totalement de pair avec la société des individus qui s'est construite depuis une quarantaine d'années. Donc c'est pas neuf. Mais la différence essentielle, c'est que depuis quelques années, la revendication est devenue le fondement même du droit. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on a constamment un droit de créance. L'État est débiteur de satisfaire les doléances privées. Ce qui n'empêche pas qu'en même temps, l'État est également une chose assez totalisante qui, de temps en temps, aime bien slasher. Je veux dire, lorsqu'on a Emmanuel Macron qui a une tendance à concentrer les pouvoirs, on a d'un côté l'État comme concentration, c'est clair, mais en même temps, on a l'État qui est une machine à reconnaissance de droit. Et lorsqu'on parle notamment des questions de genre, mais ce n'est pas la seule question, mais notamment la question éminente aujourd'hui, éminente, en tout cas très à la mode du changement de sexe, il faut bien comprendre que cette question, si elle est prise en charge par le droit, c'est sous un double problème. D'une part, c'est l'idée qu'effectivement, comme je le disais, on ne doit pas laisser subsister la moindre discrimination, quelle qu'elle soit. Il faut devenir ce qu'on veut, partout et tout le temps. Et l'état de droit, c'est précisément l'état des droits, en quelque sorte individuels, de pouvoir constamment aller devant le juge pour réclamer la satisfaction de son droit. C'est là où la fluidité de genre est fascinante pour un juriste, parce qu'il n'y a pas de fin. C'est l'autolimitation individuelle constante partout et tout le temps. Demain, vous voulez devenir, j'en rajoute évidemment, un chien. Techniquement, un jour, le juge pourra vous dire « Qu'est-ce qui vous en empêche, monsieur ?
ayez le droit de le faire, puisque techniquement c'est une discrimination, le seul fait que vous n'ayez pas le droit de revendiquer de devenir d'une autre espèce que la vôtre. Je suis sûr, là je déconne et encore à moitié, je suis sûr qu'un jour on finira par y arriver d'une manière ou d'une autre. Mais il y a cette idée-là, c'est-à-dire l'état de droit, c'est la satisfaction des droits individuels, quelles que soient les conséquences du temps que ça relève d'une revendication. On peut comprendre certaines revendications, la question n'est pas là, mais lorsqu'il n'y a jamais de limite dans les revendications, au bout d'un moment, vous donnez naissance à quoi? À des individus consommateurs de droits. Consommateurs de droits. Finalement, l'état de droit, c'est un supermarché de droits. Mais en même temps que ce supermarché de droits se remplit chaque jour davantage de droits, je donne un exemple dans l'article et j'en parle dans mon livre, un exemple qui m'a frappé, c'est que, évidemment, toutes les valeurs, quelles qu'elles soient, n'importe quelle norme ou morale, même juridique, n'importe quelle charte même de valeurs, tombe devant la satisfaction des intérêts privés. Je donne un exemple, donc. La campagne de promotion du Conseil de l'Europe sur le voile islamique comme outil de la diversité. Comme outil de la diversité. La question n'est pas d'être pour ou contre le voile islamique en valeur absolue. C'est simplement de considérer que le seul fait de s'interroger quant à la pertinence de le voile islamique dans toutes les situations, dans toutes les configurations, est-ce que ça relève d'une question politique, la question du voile islamique? En tout cas, la question mérite d'être soumise, d'être discutée. Bien sûr. Ce débat-là est rendu impossible. Du seul fait que si vous dites que l'état de droit, c'est la satisfaction des droits individuels ou des droits minoritaires dans lesquels vous mettez la diversité, le cosmopolitisme, le caractère multiethnique, etc. Après, vous le remplissez en quelque sorte. Vous ne pouvez plus du tout dire que vous ne tolérez pas n'importe quel style religieux dans la cité, dans la mesure où n'importe quelle interdiction devient une abolition de fait du principe de l'état de droit. C'est pour ça que je dirais qu'on voit bien les difficultés à combattre l'islam politique, évidemment, qui peuvent menacer la sécurité. On ne peut même plus se poser cette question-là, puisque ça devient un droit, finalement, à préserver et à protéger. Alors, vous dites aussi, le wokisme invente chaque jour de nouvelles discriminations. Inventé par des cerveaux malades de quelques enragés du tout victimaire. Ça, c'est, vous laissez aller à votre plume, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On est dans une espèce de folie de défense de l'individu qui paralyse totalement les nécessités collectives. C'est ça? Exactement. Il faut bien comprendre que le boulot d'un juge, évidemment pas tous les juges, ça dépend des juridictions, des tribunaux, etc. Mais il y a une inflation normative au service des individus, ça c'est une donnée depuis longtemps, et je vous disais tout à l'heure qu'il y a une inflation des droits individuels, c'est pour ça que je dis qu'il y a effectivement une apologie du tout victimaire, chacun est la victime de quelque chose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, selon moi, le bien commun disparaît. Le bien commun nécessite par essence de ne pas penser en fonction uniquement de soi, mais en fonction de à la fois soi et tous les autres. Rousseau l'a expliqué déjà à l'époque, le fondement même de tout cela, c'est quand même de savoir que nous sommes des agrégats d'un tout. Mais que ces agrégats d'un tout, c'est à la fois être capable de délibérer pour soi et pour tous les autres en même temps. Mais je dis ça pourquoi? Parce que, et c'est la magie pour moi de l'état de droit, c'est là que l'effet cliquet est total. C'est qu'en même temps, on a donc cette inflation des droits individuels, qui mène donc à cette satisfaction quelque part à la satisfaction du tout victimaire, mais en même temps, cette satisfaction du tout victimaire s'entend dans le cadre d'une architecture de l'état de droit qui en réalité rime avec le droit supranational. Et c'est là où il y a un double verrou. C'est qu'en même temps, si vous êtes contre l'état de droit, vous êtes donc pour les discriminations, et si vous êtes pour les discriminations, vous êtes en gros méchant, nazi, antisémite, etc., etc. Enfin bon, je vais un peu vite en besogne, mais on a bien compris. Mais en même temps, si vous êtes contre l'état de droit, vous êtes en réalité contre les valeurs de l'Union européenne, qui sont à la fois promues par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle-même façonne le droit qui s'impose aux juridictions nationales, aux députés français, au Parlement français, etc., et qui elle-même s'interperfuse, la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l'homme s'interperfusent pour précisément faire détricoter le droit français. Détricoter le droit français, mais en le plaçant sous l'égide des valeurs qui sont précisément quoi? L'individu tout-puissant, l'inclusion, le diversitaire, le minoritaire, etc., au détriment toujours du bien commun. Et je rappelle dans mon bouquin, et à mon avis, là, c'est pour moi la chose la plus incroyable, c'est quand la Cour européenne des droits de l'homme finit par dire qu'une bonne démocratie est une démocratie minoritaire. Ouais. Et alors là, tout est dit. Non, mais on voit dans quel engrenage on a mis le doigt. Non, maintenant, on a le bras dedans, dans cet engrenage. Elle n'ose pas dire une bonne démocratie est une démocratie morte. Ouais. C'est exactement, je le rappelle, le thème
le thème de notre numéro 9 de Front Populaire. Alors, avant que l'on se quitte, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, je voudrais vous dire que vous allez retrouver dans ce numéro les passionnants articles d'Olivier Delorme, Antoine Bueno, Régis de Castelnau, Michel de Jéguer, David Lépée, Barbara Lefebvre, Jacques Sapir, il y en a bien d'autres. Mais je voudrais qu'on se quitte en rappelant deux choses. D'une part, nous allons être à Uzès pour l'Université de Front Populaire, les 2, 3 et 4 septembre prochains. Michel, il y a beaucoup d'invités, d'ailleurs, il y a quelques relations entre ceux qui contribuent à la revue et ceux qui seront là. Qu'est-ce qu'on va y faire à Uzès, Michel? Rappelons-le, c'est la création de cette université d'été. On y vient pour s'y réunir, pour débattre, pour réfléchir, pour écouter un peu de musique accessoirement, mais pour façonner une offre politique un peu nouvelle, on peut dire. Écouter de la musique, boire des bonnes choses, du vin de là-bas, faire des banquets républicains. On va penser le désastre, ouais. Je dirais. C'est-à-dire qu'après cette élection gâchée, après ces législatives qui ne mènent nulle part, après ce terrible constat que la moitié du peuple n'a pas voté, il faut se poser la question, que faire? Alors, intellectuellement, c'est-à-dire on va continuer à faire notre travail, c'est-à-dire évidemment on va réfléchir, on va faire toujours de la généalogie et toujours éviter de la moraline, mais en même temps on a envie de penser l'action, ce qui veut dire qu'un jour probablement naîtra l'action de ces moments de réflexion. Absolument. Et puis, autre actualité, celle-ci un tout petit peu plus triviale. Dimanche prochain, c'est la fête des pères. Moi, j'ai un papa. Ça m'a donné une idée de cadeau. Il y a la revue Front Populaire qui fait une offre fête des pères. Voilà, c'est important d'aider à chacun à penser la société différemment. J'ai lu d'ailleurs, Michel, dans votre excellent... sous votre plume, mais c'est pas dans cette revue-là. J'ai lu quelque chose qui me semble important de rappeler à l'aune de à la fois cette période politique riche que l'on vit, mais aussi les journées d'Uzès qui arrivent. J'ai lu, Michel, que vous disiez, puisque le combat est perdu, c'est maintenant qu'il faut le mener. Et je vous propose qu'on se sépare là-dessus. Merci à tous les deux. À bientôt.